On y va. Bonjour à tous. Merci du coup de m'accueillir là et de m'accorder un peu de temps sur ce webinaire. L'idée aujourd'hui, c'était de vous parler des espèces protégées et plus particulièrement donc de la séquence ERC associée aux espèces protégées et puis le cadre réglementaire associé à la réglementation espèces protégées. Donc, je suis Fabien Poirier. Donc, moi, je suis à l'Adréal, donc au service eau, hydroélectricité nature, et plus particulièrement dans le pôle préservation des milieux et des espèces. Donc, le pôle préservation des milieux et des espèces, hein, c'est le pôle qui instruit les dérogations espèces protégées euh, dans l'ex-région Rhône-Alpes, moins la Loire et le reste des dérogations espèces protégées étant instruit par nos collègues du pôle politique de la nature, euh, qui est basé à Clermont. Euh, donc l'idée aujourd'hui, c'était simplement de faire un point sur les raisons en fait qui motivent la protection des espèces, le cadre réglementaire associé, et puis la mise en œuvre de la séquence ERC et les procédures de demande de dérogation espèces protégées. C'est les trois points qu'on va traiter. Cette première partie là, pourquoi protéger les espèces? Alors, simplement rappeler que, au-delà de la raison philosophique, hein, qui est de dire que l'ensemble des êtres vivants sur la planète ont le droit et sont présents tout autant que nous, la biodiversité apporte aussi un certain nombre de services écosystémiques à l'homme. Euh, et donc, en particulier, hein, tout ce qui est donc service d'approvisionnement, hein, culture, bétail, bois d'œuvre, la pêche, les ressources génétiques notamment, tout ce qui est régulation, hein, donc je ne vais pas prendre tous les exemples, mais on peut notamment citer la pollinisation, le climat, la régulation du climat, la régulation des nuisibles en agriculture, limitation de l'érosion, la lutte contre les inondations, hein, notamment en lien avec les zones humides, la qualité de l'air. Et puis donc il y a les services culturels qui sont rendus par la biodiversité, loisirs, esthétiques, paysages, enfin, l'identité culturelle des territoires. Euh, la protection des espèces, donc cette réglementation, hein, c'est important de rappeler les menaces qui pèsent sur la biodiversité, et notamment les principales menaces qu'on peut citer, hein, qui sont donc la destruction des habitats. Hein. Donc là, on peut penser à l'urbanisation notamment des territoires, mais aussi leur fragmentation. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut avoir en tête. Alors, on peut prendre l'exemple des infrastructures de transport, hein, mais pas que, qui viennent couper les habitats, empêchant les espèces finalement de circuler librement entre leurs différentes zones de vie. Un deuxième facteur à avoir en tête, c'est les espèces invasives. Hein. Donc, les espèces invasives, c'est les espèces qui sont des espèces qui sont alloctones, hein, donc non présentes naturellement dans une aire de répartition donnée, mais qui ont été importées de manière volontaire ou involontaire, souvent par l'homme, hein, pour diverses raisons, et espèces qui ont des impacts négatifs, que ce soit sur le plan sanitaire, hein, on peut penser à l'ambroisie notamment, ou sur le plan écologique, hein, en prenant la place des espèces locales. Donc là, on peut en citer une diversité, hein, mais notamment, on peut penser au buddleia, à la renouée du Japon, aux tortues de Floride. Enfin voilà, il y a tout un tas d'espèces importées qui pèsent sur les espèces locales. Les diverses pollutions, alors il y a bien sûr les pollutions chimiques, mais je voulais attirer l'attention là notamment sur d'autres types de pollution, notamment la pollution lumineuse, hein, qui est très impactante, notamment pour les espèces nocturnes. Hein. On peut penser aux rapaces, aux chauves-souris. Il faut avoir en tête qu'une lumière, hein, pour une chauve-souris, ça peut constituer comme une barrière physique. Hein. La plupart des chauves-souris étant lucifuges. Le bruit aussi fait partie des impacts, notamment c'est démontré, hein, sur les oiseaux et les amphibiens. La diffusion de maladies,
Donc ça, c'est lié essentiellement à la circulation, hein, au transport, voilà, à la diffusion qui propage plus rapidement les maladies. Évidemment, le changement climatique et puis la surexploitation des ressources. Alors, on peut penser à la surpêche, on peut penser à l'agriculture trop intensive, etc., etc. Le point sur lequel je voulais aussi attirer l'attention et qui est important à comprendre parce que ça justifie aussi la manière dont cette réglementation espèces protégées est construite et la manière dont on l'applique, c'est le fait qu'il y a un déclin généralisé de la biodiversité. Donc ça, c'est attesté notamment par quand on regarde les listes rouges nationales. Donc les listes rouges, c'est des listes d'espèces qui sont faites par l'IUCN, donc l'Union internationale pour la conservation de la nature, et qui vient évaluer l'état de conservation d'une espèce donnée à différentes échelles, donc nationale, européenne, mondiale, etc. Et donc, on constate que quel que soit le compartiment d'espèces, de groupes d'espèces, on a un nombre important d'espèces menacées. Donc, ce qu'on peut voir en vert, c'est les espèces dites préoccupation mineure, donc non menacées. En jaune, vous avez les espèces quasi menacées. Et en orange ou marron foncé, les espèces éteintes ou menacées. Donc, si on regarde par cortège, on voit que voilà, pour les oiseaux, c'est 40%, pour la flore, c'est un peu moins de 40%, les reptiles, 35%, les poissons, 30%. On est vraiment sur un déclin, voilà, sur un niveau de menace important. On a certains scientifiques qui parlent même donc d'extraction de masse. Et puis un deuxième document pour illustrer ça, c'est simplement aussi pour dire que ce déclin, il concerne aussi les espèces que l'on pense ou que l'on dit communes. Donc là, quand on regarde, on a donc en abscisse les années et puis en ordonnée sur une base sans l'évolution de l'abondance des oiseaux. Voilà, et on constate que quels que soient les milieux agricoles, moins 32%, bâti, moins 23%, ou forestier, moins 9%. Il n'y a que les espèces ubiquistes, donc c'est-à-dire qui sont généralistes, qui peuvent s'adapter, qui s'en tirent un petit peu mieux. Mais voilà, donc quand on parle de biodiversité commune menacée, ça veut dire qu'on parle des hirondelles, on parle des martinets, voilà, on parle des espèces qui nous entourent et qu'on peut penser communes, mais qui régressent en fait fortement. On peut penser aux alouettes, on peut penser à ce genre d'espèces. Voilà, donc ça c'est important parce que la réglementation espèces protégées telle qu'elle est conçue, elle classe un certain nombre d'espèces comme étant protégées. Certaines de ces espèces ne sont pas menacées au sens IUCN du terme, liste rouge du terme. Pour autant, leur abondance diminue depuis 30-40 ans et c'est la raison qui a motivé le classement et c'est la raison qui motive le fait que, y compris pour un cortège d'espèces dits communs, on peut être amené à devoir proposer des mesures ERC en lien avec cette espèce-là. Et Fabien, d'ailleurs, là, ça résonne avec l'actualité, puisque hier, je crois, il y a un parc éolien qui a été obligé de se mettre à l'arrêt, qui sera obligé de se mettre à l'arrêt pendant 4 mois pour justement éviter des dommages sur les oiseaux. Je sais pas, je pense que Oui, tu as oui, pu tout à fait, ouais. prendre Sur des connaissance de faucons, ça. faucons Voilà. cressalettes, ouais, tout à fait. Et donc, le fait notable de cette jurisprudence, c'est que pour la première fois, il y a eu une condamnation pénale, y compris des dirigeants chez EDF Renouvelable. Et donc, ça, c'est un fait notable. Parce qu'effectivement, voilà, c'est le parc d'Omelas, effectivement, comme je le vois là sur le chat. Donc, voilà, ça, c'est une première avec des condamnations assez fortes pour des destructions d'individus d'espèces, voilà, qui ont mis en péril l'état de conservation d'une espèce menacée. Donc, c'est un sujet majeur et notamment, effectivement, en énergie renouvelable et particulièrement dans l'éolien, où on a beaucoup de sujets en fonction des positionnements des parcs éoliens avec des mortalités qui peuvent être assez importantes. Donc là, c'est le cas pour des oiseaux, mais sur de l'éolien, on peut avoir de la mortalité assez forte aussi sur les chauves-souris. Voilà, c'est un peu moins visible, mais en tout cas, c'est une réalité. Grâce à ce webinaire, sans mettre la pression sur tous les acteurs, j'espère qu'on évitera d'arriver à ce niveau-là
de problèmes et qu'on arrivera à concilier méthanisation et biodiversité sans aller dans les excès juridiques, enfin dans les excès juridiques, dans les dispositifs juridiques. C'est le but. C'est ce qu'on souhaite nous aussi. Donc, si je fais un zoom un peu plus focus sur la région Auvergne-Rhône-Alpes qui nous concerne, en Auvergne-Rhône-Alpes, on a plus de 30 000 espèces recensées. Et donc, Fabien, on a juste, excuse-moi, apparemment le diaporama n'est pas en plein écran. Est-ce que c'est possible que tu arrives à le mettre en plein écran? Alors, du coup, pas trop comment. Alors, attends, parce que là, c'est un PDF, c'est ça en gros? Donne-moi le PDF. Attends, je vais faire pareil. Tac, tac, tac. Je sais pas trop comment. C'est pas immédiat en PDF, effectivement. Peut-être augmenter le zoom ou sinon je vois pas effectivement. Je suis en entier là. Je suis pas tout à fait en entier. Ouais, là, on n'est pas en entier du coup. Au-dessus du bouton zoom, on nous dit. Ok, oui, c'est ça. Au-dessus du bouton zoom, là, il y a zoom moins plus et juste au-dessus, il y a la... Voilà, c'est ça, je pense. Ouais, parfait. Alors, affichage sur une seule page ou. Plein écran. Ah, c'est mieux là? Voilà. Est-ce que c'est mieux là? A priori, ça doit être mieux. Allez, c'est tout bon. Ça marche, c'est mieux. Ça marche, parfait. Donc sur la région Rhône-Alpes, je disais 30 000 espèces, une espèce sur 3 menacée. Donc ça, c'est simplement pour illustrer que l'érosion de la biodiversité, c'est pas uniquement lointain et voilà et en forêt tropicale ou dans la savane. C'est aussi chez nous, c'est aussi en Rhône-Alpes. On a 900 espèces protégées donc par le Code de l'environnement et 80 espèces avec un plan national d'action. Donc généralement, les espèces avec plan national d'action, c'est étant des espèces à enjeu ou menacées. Je vais passer au cadre réglementaire, sauf Guillaume, s'il y a des questions à ce stade. Non, il n'y a pas de question. Je pense qu'on est tous conscients de l'importance de la biodiversité et de sa mise en danger actuelle. Du coup, on va continuer sur la réglementation parce que je pense qu'après, il y aura quelques questions. Et du coup, il faudra aussi bien qu'on... Il y a des gens qui viennent d'autres régions par rapport à Auvergne-Rhône-Alpes. Peut-être que ce que tu vas dire, Fabien, n'est pas forcément toujours se retrouve. Enfin, il y a peut-être une partie qui est une partie interprétative en lien avec l'Adréal Auvergne-Rhône-Alpes. Donc, il ne faudra peut-être pas voilà, tout à fait transposer aussi dans d'autres régions, mais là-dessus, je te laisserai éventuellement répondre s'il y a des questions sur ces sujets-là. Ok. Alors sur le cadre réglementaire national, je vais aller très vite en rappelant simplement que la réglementation espèce nationale vient de la transposition à la fois de conventions internationales et à la fois de directives européennes. En France, le texte fondateur, c'est la loi de 76 de protection de la nature. C'est cette loi-là qui a institué le principe de liste d'espèces animales et végétales protégées. Et que voilà, ce principe de protection et de séquence ERC a été renforcé par la loi de reconquête de la biodiversité de 2016, qui a notamment renforcé les objectifs de résultats sur la séquence ERC, notamment en mentionnant que les séquences ERC doivent garantir l'absence de perte nette de biodiversité et fait important que les mesures compensatoires doivent être corrélées à la durée des impacts. Ce qui explique donc le renforcement des attentes ces dernières années, notamment pour les instances scientifiques qui voient passer les dossiers espèces protégées. L'article du Code de l'environnement relatif aux espèces protégées, c'est donc le L411-1 et suivant. Donc cet article, globalement, il fixe donc un principe de protection des espèces animales non domestiques et d'espèces végétales non cultivées. Il va nous préciser que une protection d'espèces pour les animaux, c'est ça vise la destruction, l'enlèvement des œufs, des nids, la destruction, la capture, l'enlèvement, la mutilation, la perturbation intentionnelle
Donc ça, c'est notamment, par exemple, un projet qui viendrait, par des travaux en période de reproduction, nuire, par exemple, à une nichée d'oiseaux ou de jeunes dans le nid. La naturalisation d'espèces, donc qu'elles soient vivantes ou mortes, la mise en vente. Sur les végétaux, ben, c'est la destruction, la coupe, la cueillette, l'enlèvement, notamment, le prélèvement de spécimens dans la nature, évidemment. Et puis, une notion importante sur laquelle je reviendrai par la suite, qui est la destruction, l'altération, la dégradation de certains milieux de vie nécessaires au cycle biologique des espèces animales ou végétales. Donc les articles R411.1 et R443 donc fixent les règles des arrêtés ministériels, c'est-à-dire que je pense qu'il y a un micro allumé. Oui, ça résonne un peu. Écoute, je regarde là. Oui, il y a monsieur C'est bon, Julien. merci. Voilà, ok, c'est tout bon. Les articles donc, qui fixent les règles des arrêtés interministériels, qui établissent donc les listes d'espèces protégées et vont préciser, en fait, chaque arrêté va préciser pour chaque espèce la nature des interdictions applicables, la durée des interdictions, la période, les parties du territoire à laquelle s'appliquent ces interdictions. Donc les deux photos ci-dessous, c'est juste pour illustrer, on a deux papillons, le damier de la succise est par exemple protégé, mais uniquement ses spécimens. Et à l'inverse, le cuivré des marais fait l'objet à la fois d'une protection de ses spécimens, mais aussi de ses aires de reproduction et de repos. Voilà, donc on verra ce que ça implique, mais en fonction des niveaux de protection et des types de protection, il n'y a pas forcément derrière les mêmes attentes réglementaires lors des instructions. Donc ça, c'est pour illustrer l'ensemble des arrêtés qui viennent fixer les listes d'espèces protégées. Donc on ne va pas tous les balayer, mais globalement, c'est l'idée de retenir que sur la faune, globalement, on a des arrêtés qui concernent l'ensemble de la France. Voilà, sur les cortèges qu'on est le plus susceptible de rencontrer ici, les mammifères terrestres, les insectes, les mollusques, les amphibiens, les reptiles, les oiseaux. On a peu de mammifères marins. Et puis sur la flore, on a différents niveaux de protection. On a une liste nationale, on a des listes régionales. Donc, des protections au niveau national et les listes régionales peuvent fixer des espèces qui sont protégées soit au niveau régional, donc il y a une liste Rhône-Alpes, une liste Auvergne, soit fixer des protections par département. Voilà. Et puis on a des arrêtés départementaux qui peuvent être pris sur de la cueillette. Voilà, donc là on n'est pas stricto sensu sur des espèces protégées, mais ça peut, générer un niveau d'enjeu, même si on n'est pas sur des espèces protégées au sens strict du terme, mais c'est plutôt une réglementation de la cueillette. Chaque arrêté va préciser donc, quand elles sont protégées, que les aires de reproduction et les aires de repos d'une espèce doivent s'entendre comme l'ensemble des éléments physiques et biologiques qui sont réputés nécessaires à la reproduction ou au repos des animaux. Et il précise aussi que les interdictions de destruction, d'altération ou de dégradation qui s'appliquent, elles s'appliquent aussi longtemps qu'ils sont utilisés ou utilisables au cours des cycles biologiques, au cours des cycles successifs de reproduction ou de repos, à partir du moment où ça remet en cause le bon accomplissement des cycles biologiques. Les mots importants là-dedans, c'est utilisé ou utilisable. Pourquoi? Parce que ça veut dire que l'exemple, c'est si on a une espèce d'oiseau protégé, n'est pas protégé que l'arbre dans lequel il y a le nid, mais y compris la forêt autour qui fait aussi partie de son aire de reproduction et de repos utilisable et utilisée, et dans la mesure où elle est nécessaire à l'accomplissement de son cycle biologique. Donc ça vient définir aussi la notion d'habitat d'espèce. L'idée là, c'est de vous illustrer un petit peu ce qu'on entend par aire de repos, de reproduction, en prenant un petit exemple. Donc, par exemple, si on prend les amphibiens, donc les amphibiens se reproduisent globalement dans des zones humides, des mares. Donc la zone humide, la mare, constitue le site de reproduction, l'aire de reproduction de l'amphibien. Donc à partir du moment où l'habitat de l'amphibien est protégé, donc la zone humide associée à l'amphibien est protégée et ne peut être impactée, ne peut être détruite.
Et puis, ces amphibiens, donc ça, c'est une fois qu'ils se sont reproduits, hein, ils vont migrer vers ce qu'on appelle des zones d'hivernage. Hein, et donc, souvent, la zone d'hivernage, c'est plutôt un milieu forestier. Et donc, ça va constituer cette zone d'hivernage une aire de repos. Et donc, elle est aussi protégée. À partir du moment où un milieu forestier sert d'aire de repos à une population d'amphibiens, eh bien, on va considérer que le milieu forestier fait l'objet de la protection, fait partie de la protection. Donc, c'est pour ça que si je fais déjà le lien sur les attentes en termes d'état initial, il faudra caractériser dans les états initiaux les aires de reproduction, les aires de repos. Et puis, j'ajoute une notion importante qui est en lien avec les menaces, les niveaux de menaces qu'on a vus tout à l'heure, c'est les corridors écologiques entre les deux. Donc, par exemple, alors on est moins le cas sur les méthaniseurs, mais on peut avoir des projets routiers ou des accès qui viennent rompre ou fragmenter un corridor écologique, notamment entre la zone de reproduction et la zone de repos. L'amphibien qui est dans la zone humide, s'il ne peut plus rejoindre sa zone d'hivernage forestière parce qu'une route viendrait couper, par exemple, la connexion entre les deux, on va estimer que le corridor est interrompu et donc ça peut entrer en ligne de compte dans l'analyse d'impact des aires protégées. Voilà. Et avoir en tête qu'un corridor, ça dépend de la taille de l'espèce. Un chevreuil, un cerf, il a une capacité de dispersion assez grande et il peut se déplacer assez facilement. Ce qui n'est pas le cas, par exemple, d'un amphibien ou d'espèces plus petites qui pourront faire que quelques centaines de mètres et qui ne pourront pas donc faire un détour ou traverser une route de manière aussi aisée que d'autres espèces plus grandes. Voilà, donc cette notion de corridor écologique doit être intégrée pleinement dans les projets. Très bien. Avant peut-être de passer aux commentaires, il y a deux questions là qui me semblent peut-être intéressantes d'aborder maintenant. Alors, je vais reprendre la question de Monsieur Julien, puis je laisserai Monsieur Albinet poser la sienne en direct. Donc, je vous laisse allumer votre micro, Monsieur Albinet. Il y avait Monsieur Charles Julien. Alors, je ne sais pas quel organisme est Monsieur Julien, parce que c'est vrai que sur Teams, c'est le renommage, c'est un peu automatique, mais qui pose la question, le classement des espèces est déjà ancien. Quels sont les critères de révision de la liste des espèces? Il n'y a pas de critères de révision donnés. Il peut y avoir des révisions ponctuelles qui sont décidées par le ministère. Ça a notamment été le cas récemment sur les amphibiens et les reptiles. Mais il n'y a pas vraiment de critères définis qui conduisent à réviser les listes d'espèces. Voilà, donc pour les amphibiens et les reptiles, l'idée était principalement de mettre à jour la liste d'espèces parce qu'on avait un certain nombre d'espèces menacées qui n'étaient pas forcément intégrées dans cette liste-là, ou qui avaient eu des évolutions de taxons qui ont été intégrées. Voilà, mais effectivement, on sait qu'il y a d'autres listes qui auraient besoin d'être révisées. C'est notamment le cas de la flore, qui est très ancienne et qui a beaucoup évolué. Et les niveaux de connaissances ont beaucoup évolué. Et effectivement, elle mériterait d'être révisée. On sait aussi qu'on a des listes, voilà, notamment sur les insectes, où il y a beaucoup d'espèces menacées qui ne sont pas forcément dans ces listes-là. Voilà, mais il n'y a pas de process de révision. C'est un peu au coup par De l'eau, coup. quoi. Et voilà. Ok. Bon, il y a clairement pas une grosse dynamique sur la révision de ces listes. Monsieur Albinet, je vous laisse prendre la parole et vous présenter, nous dire de quel organisme vous êtes. Alors, je suis Sébastien Binet, je travaille pour le bureau d'études Artifex en tant que responsable adjoint du pôle biodiversité. On avait déjà échangé avec Monsieur Poirier par rapport à un projet qui est en cours. C'est par rapport à la notion de perturbation intentionnelle qui, comme je l'ai écrit, selon les DREAL et selon les régions, est variable en fait. Certaines DREAL l'assimilent à un simple dérangement, c'est-à-dire que le fait de construire un projet et entraînant un dérangement des espèces à proximité, mais sans forcément que le dérangement soit impactant par rapport au cycle biologique, hein, est considéré comme de la perturbation intentionnelle. Et d'autres, par contre, demandent qu'il y ait une notion d'intentionnalité, c'est-à-dire que c'est en pleine conscience que le maître d'ouvrage, dans le cadre d'un projet, va déranger telle espèce et en général est associé le fait qu'il y a un risque de perturbation du cycle biologique de l'espèce du fait de cette perturbation. Et en fait, c'est important parce que selon les régions, on porte les espèces concernées, oui ou non, au CERFA, quoi.
Je ne sais pas si vous m'avez suivi. Si, alors forcément, cette notion de perturbation intentionnelle, bon, elle n'est pas complètement simple à évaluer. Et puis effectivement, dans la pratique, je ne suis pas sûr que même nous, on ait une doctrine pleinement établie, parce qu'en fonction des bureaux d'études, effectivement, on voit que les listes mises dans les dérogations sont plus ou moins importantes sur ce volet-là. À mon sens, la perturbation intentionnelle, c'est effectivement une espèce qui est présente sur l'emprise projet ou à proximité directe, et où le chantier va générer une perturbation avérée parce qu'elle est présente sur site à ce moment-là du chantier. Donc l'exemple, hein, ça peut être des amphibiens, des reptiles, où on sait qu'ils vont être présents au moment de la phase chantier. Bon, même de l'avifaune, hein, qui est présente. Donc, je dirais que la seule perturbation intentionnelle, c'est pas forcément ça qui va déclencher la dérogation espèce protégée s'il y a que ça. Par contre, à partir du moment où on a une destruction ou une dégradation des habitats des espèces, là, on va peut-être avoir tendance à l'inclure parce qu'on sait que le chantier va générer une perturbation intentionnelle. Bon, voilà. Après, à partir du moment où on a dimensionné la séquence ERC pour se prémunir contre une destruction d'individus ou une destruction d'habitat, quelque part, la perturbation intentionnelle, elle devient un petit peu secondaire dans le dimensionnement de la séquence ERC, à mon sens. Voilà. Le cas où on peut se poser la question, c'est quand on a des captures relâchées, aussi d'espèces, hein, sur une phase chantier, ça peut faire partie aussi des projets. Bon, voilà, c'est pareil, mais à partir du moment où on a identifié qu'il y avait une capture relâchée, quelque part, la perturbation intentionnelle, elle devient un petit peu secondaire aussi. Voilà. Le seul cas, à mon sens, c'est des cas un peu spécifiques où elle serait seule à être visée. On pourrait, par exemple, se dire que voilà, un projet qui viendrait, notamment, on peut penser à des nichés de rapaces un peu rares, aigles de Bonelli en falaise, des aigles royaux, des rapaces, voilà, hibou grand-duc, où on aurait des travaux à proximité directe d'un site de nidification. Là, on pourrait peut-être activer le levier de la perturbation intentionnelle pour obtenir quelque part une zone de quiétude autour de la nichée. Voilà, donc on va dire qu'on pourrait l'activer pour des espèces un petit peu emblématiques ou rares. Voilà, le seul levier perturbation intentionnelle sera rarement activé sur des espèces vraiment courantes, notamment oiseaux ou voilà. Je sais pas si ça Merci répond à la Fabien. question, mais il n'y a pas de voilà, il y a pas de définition stricte. C'est un peu aussi au cas par cas et en fonction aussi du bon sens, quoi. On y reviendra peut-être à la fin. Là, on va Merci. continuer simplement, peut-être pour les non-usités comme moi d'ailleurs, la séquence ERC, hein, Fabien parle souvent de séquence ERC, c'est évitement, réduction, compensation. Mais je crois que ça n'aura plus de secret pour nous dans quelques diapos. Tout à fait. Vas-y, je te laisse poursuivre, Fabien. Eh bien, on y vient à cette séquence ERC. Donc sur le cadre réglementaire. Donc, j'ai présenté donc à l'instant, hein, le régime de protection des espèces, hein. Donc, le Code de l'environnement nous dit les espèces visées dans les arrêtés, c'est une protection stricte des individus et ou des habitats. Et du coup, en parallèle, le Code de l'environnement a prévu donc une possibilité d'octroi de dérogation. C'est la fameuse dérogation espèces protégées qui est prévue à l'article L411-2 du Code de l'environnement. Alors, quand est-ce qu'on déclenche la dérogation espèces protégées ? Et là, effectivement, on entre sur la séquence éviter, réduire, compenser, ERC. Quand il y a un projet, alors c'est aussi valable d'ailleurs pour un document de planification, mais là, aujourd'hui, ce qui nous concerne surtout, c'est les projets. On doit faire un état initial de l'emprise projet sur le volet biodiversité. On va faire une première analyse des impacts bruts négatifs. Les impacts bruts, ce sont les impacts du projet avant la mise en œuvre des mesures d'évitement et de réduction. Donc, par impact, on entend ce qu'on vient de décrire à l'instant, hein, c'est une destruction d'habitat d'espèces protégées pour reproduction, c'est une perturbation intentionnelle, c'est une capture relâchée d'espèces notamment, c'est une destruction d'individus, voilà, c'est ça les impacts bruts. On va évaluer ces impacts bruts. Une fois que ces impacts bruts ont été évalués,
il va falloir procéder à une démarche itérative pour proposer des mesures d'évitement et des mesures de réduction. Donc l'évitement, hein, typiquement, ça peut être, on a identifié un habitat d'espèce, on va l'éviter, le sortir de l'emprise projet. La réduction, ça peut être, voilà, on sait que les espèces d'oiseaux se reproduisent entre mars et août, et ben on va planifier des travaux plutôt à l'automne. Voilà, ça c'est une mesure de réduction. On va mettre en place un certain nombre de mesures d'évitement et de réduction et réévaluer les impacts à l'issue de ces mesures ER. Ça, c'est ce qu'on appelle les impacts résiduels. Ce sont les impacts résiduels après la mise en œuvre des mesures d'évitement de réduction. C'est uniquement en cas d'impact résiduel suffisamment caractérisé que on déclenche la dérogation à la protection des espèces et que ça déclenche un besoin de compensation. Donc, autrement dit, l'évitement et la réduction doivent toujours être la priorité, la dérogation espèces protégées n'étant déclenchée qu'en cas d'impact résiduel suffisamment caractérisé. Donc, à nouveau, je le redis, c'est une destruction d'habitat, de repos de reproduction, une perturbation intentionnelle, une capture relâchée, ce genre de choses, une destruction d'individus. C'est uniquement dans ce cas-là qu'on vient déclencher la dérogation espèces protégées et que la mise en place de mesures de compensation doit être proposée. La compensation étant, effectivement, je le rappelle, la recréation ou la restauration d'habitats favorables à l'espèce impactée. Lorsqu'on est dans la procédure de dérogation espèces protégées, et uniquement, donc ça veut dire que dans ce cas-là, hein, c'est que quand il y a de la compensation, le porteur de projet doit démontrer que 3 conditions sont respectées. Les conditions, le projet doit être d'intérêt impératif public majeur. Il doit justifier qu'il n'y a pas d'autre solution satisfaisante de moindre impact. Et il doit justifier que la dérogation ne nuit pas au maintien des espèces dans un état de conservation. Donc, c'est 3 conditions cumulatives qui doivent être démontrées dans un dossier de dérogation espèces protégées. Alors, plus spécifiquement, du coup, sur la mise en œuvre de la séquence ERC et la demande de dérogation. Alors, je remets à nouveau un schéma sur la séquence ERC, mais parce que c'est vraiment important. Vous avez donc en abscisse la caractérisation des impacts, en ordonnée les gains ou les pertes de biodiversité. Donc, je reviens donc à mes impacts bruts. La première colonne que vous avez, ce sont les impacts avant mesure ER, les impacts bruts. On met en place nos mesures d'évitement, ce qui va diminuer un petit peu les impacts. On met en place nos mesures de réduction, ce qui vient diminuer les impacts, ce qui vient nous donner les impacts résiduels. Et à partir du moment où il persiste des impacts résiduels suffisamment caractérisés, eh bien, on bascule dans les mesures compensatoires qui, elles, doivent générer un gain de biodiversité par rapport aux impacts. Donc, ça a répondu à votre question, M. Albinet. M. Albinet avait une question sur les impacts résiduels significatifs après mesure d'atténuation. C'est bien égal aux impacts caractérisés ou pas? Oui, en fait, on a parlé pendant longtemps d'impact résiduel significatif, et puis l'an dernier, ou il y a 2 ans, le Conseil d'État est venu préciser cette notion, et donc on parle plutôt maintenant d'impact suffisamment caractérisé, au sens juridique du terme, mais ça veut dire la même chose. Globalement, un impact résiduel significatif ou un impact résiduel suffisamment caractérisé, c'est lorsqu'après les mesures ER, il persiste une destruction d'individus, une destruction d'habitats, de repos et de reproduction, une capture relâchée d'espèces, une destruction d'individus, enfin voilà. Et donc, c'est dans ce cas-là qu'on met en place les mesures de compensation qui, je le rappelle, donc, doivent être corrélées à la durée des impacts, étant entendu que sur un projet pérenne, sans date de fin, on pense notamment à de l'artificialisation, la mesure compensatoire n'est censée pas avoir de fin, elle doit se poursuivre tant que le projet est présent. Donc, tout ça pour dire que dans tous les cas, la priorité doit être donnée à l'évitement et à la réduction de manière systématique. Donc ça nécessite d'avoir une connaissance suffisamment en amont via l'état initial du site, et la compensation est réservée en dernier recours lorsque vraiment on n'a pas d'autres alternatives après les mesures ER. Dans le cadre d'une dérogation, on va solliciter donc une instance scientifique qui peut être soit le Conseil national de protection de la nature, soit le Conseil scientifique régional du patrimoine naturel.
Alors, cette diapo, je ne vais pas toute la balayer, mais c'est simplement pour faire passer un message important, c'est que la question du cadre réglementaire relatif aux espèces protégées doit se poser de manière systématique et quelle que soit la procédure auquel est soumis le projet. Pourquoi je dis ça? Un projet qui ne serait pas soumis à évaluation environnementale, donc à étude d'impact, peut très bien avoir un impact résiduel sur les espèces protégées et donc être soumis à dérogation espèces protégées. C'est pas parce qu'on n'a pas été soumis à évaluation environnementale, étude d'impact, qu'on ne peut pas être soumis à dérogation espèces protégées. Et à l'inverse, on peut avoir été soumis à évaluation environnementale et ne pas être soumis à dérogation espèces protégées. Même logique sur l'autorisation environnementale, hein, donc quand on est en autorisation ICPE ou en autorisation eau, on peut ou pas avoir une dérogation espèces protégées. Donc, le bon réflexe, hein, c'est que qu'on soit au cas par cas auprès de l'autorité environnementale, qu'on soit soumis à étude d'impact, qu'on soit dans ou en dehors de l'autorisation environnementale, il faut se poser systématiquement la question de la dérogation espèces protégées. C'est indépendant des autres sujets et donc il faut clarifier de manière systématique cette question. Ça, c'est juste pour illustrer un petit peu les circuits et comment ça se passe. Donc, lorsqu'on est hors autorisation environnementale, donc je pense notamment pour les méthaniseurs en déclaration ou enregistrement ICPE. Lorsqu'il y a une dérogation espèce protégée, donc c'est l'abréviation DEP, là, hein, le dossier est déposé au guichet unique, puis ensuite il est transmis pour instruction indépendante. On aura deux arrêtés distincts. Et lorsque le projet ne nécessite pas de dérogation, il faut quand même déposer un dossier à l'Adréal parce qu'on peut avoir des mesures d'évitement, de réduction. Donc là, j'ai même ajouté accompagnement et suivi. Hein, c'est des mesures, le suivi est nécessaire pour suivre la bonne mise en œuvre des mesures de ER. Et l'accompagnement, c'est des mesures supplémentaires qui sont mises en œuvre de manière complémentaire aux mesures ERC. Et nous, on viendra valider des mesures ER à S, donc, soit par un courrier, soit en les intégrant dans un autre acte qui serait délivré. Ça peut être un permis de construire ou ça peut être un enregistrement. Pourquoi ça, c'est important? Parce que c'est grâce à vos mesures ER que la dérogation n'est pas nécessaire. Donc, lorsqu'il n'y a pas de dérogation, il faut que les mesures ER soient reprises de manière juridique dans un acte d'une manière ou d'une autre. Et c'est grâce à ces évitements et à ces réductions que la dérogation n'est pas nécessaire. Voilà. Et lorsqu'on est en autorisation environnementale, c'est la même logique, si ce n'est que la dérogation espèces protégées est embarquée dans l'autorisation environnementale. Donc les mesures ERC seront intégrées dans l'arrêté d'autorisation environnementale. Et lorsqu'on est en autorisation environnementale mais sans dérogation, c'est pareil, les mesures ER viendront être intégrées dans une partie spécifique de l'autorisation environnementale qui sera délivrée. Donc le message global, hein, c'est de dire que pour tous les projets, qu'on soit avec ou sans dérogation ou dans l'autorisation environnementale ou en dehors, on conseille vivement les précadrages amont quand il y a un impact potentiel pour échanger sur les protocoles d'inventaire si besoin et à la fin d'échanger sur la conclusion sur l'analyse des impacts résiduels. C'est-à-dire est-ce que oui ou non il faut une dérogation. Ça doit être systématiquement validé par le service instructeur. Hein. Le bureau d'études fait une proposition, mais c'est bien au service instructeur de se positionner sur le cadre réglementaire. Et puis donc, on a la nécessité d'anticiper les inventaires de l'état initial. Alors, j'y reviendrai sur la diapo suivante. Pour rappel, hein, un inventaire, ça peut aller jusqu'à un cycle biologique complet, donc 1 an. Et donc, plus on les anticipe dans la constitution du projet, plus au moment du dépôt de dossier, on se facilite la vie pour rester dans les calendriers envisagés. Et Fabien, juste pour une question naïve, moi je suis un porteur de projet donc en déclaration assez simple, je n'ai pas forcément, pas forcément un BOT extrêmement spécialisé réglementaire qui m'accompagne. Donc pré-cadrage pour savoir si j'ai une espèce protégée, mon interlocuteur c'est l'Adréal, en gros. Hein. Oui, sur l'entrée espèce protégée. Et donc à l'Adréal, c'est l'équipe que tu as présentée au début. Oui, c'est ça. Sur la donc il y a tous les coordonnées qui seront dans le diaporama. C'est ça. Éventuellement, les DDT ont aussi la capacité d'aiguiller le moment venu. Donc là, c'est un appel au DDT, mais je crois qu'on aura aussi un échange avec l'ensemble des DDT
à ce sujet-là en interne à Mission Biogaz 2028 pour sensibiliser aussi toute l'administration à comment aiguiller les porteurs de projets, y compris donc sur les espèces protégées. Parce que quand même, des fois, c'est une réglementation qui n'est pas la plus connue quand même. Oui, tout à fait. Ouais. C'est effectivement, je pense que l'aiguillage dès le démarrage est important. Et nous, on prône l'échange amont, effectivement, pour s'épargner voilà, des projets qui seraient à rattraper au dernier moment, ce qui est compliqué pour tout le monde. Alors d'ailleurs, il n'y a pas que moi pour qui c'est un peu flou, parce que je vois qu'Isabelle Gros, qui est du bureau Artifex, se pose la question. Pouvez-vous préciser les différences entre Dreal ICPE et Dreal Biodiversité? Ben, ce n'est pas les mêmes gens, hein, je crois, et puis ce n'est pas du tout les mêmes services, c'est ça? Oui, c'est ça. Alors, il y a deux cas. En fait, il y a un cas où ça peut être plus ou moins transparent par rapport à un porteur de projet qui déposerait une autorisation environnementale au titre de l'ICPE. Son guichet unique, ce sera plutôt l'unité départementale de l'ADREAL, hein, donc ce qui a été appelé l'ADREAL ICPE, ou les DDPP, hein, suivant les endroits. Donc là, il y a voilà, le guichet unique qui n'est pas si unique. Mais derrière, les collègues de l'ADREAL ICPE ou de l'UD-DREAL viendront solliciter effectivement, dans le cadre de l'autorisation environnementale, le service EHN de l'ADREAL qui traite spécifiquement des espèces protégées. Voilà. Et c'est là où, si ça n'a pas été anticipé, nous, on conseille vivement que le pétitionnaire ait pu contacter directement, avant le dépôt officiel du dossier, le service EHN de l'ADREAL pour qu'on ait pu partager un certain nombre de points sur voilà, l'état initial, la séquence ERC, la proportionnalité des inventaires. Voilà, il ne faut pas hésiter dès l'amont, bien avant le dépôt, aux phases clés sur l'inventaire qu'il faut faire, sur la conclusion sur les impacts résiduels et sur la séquence ERC, à échanger à l'amont pour qu'au moment du dépôt de dossier, quelque part, le dossier soit déjà connu et qu'on n'ait plus de demande de fonds à faire sur le dossier ERC. Voilà, il n'y a rien de pire qu'un dossier qui est déposé, les collègues des ICPE nous sollicitent et on se rend compte que l'évitement est insuffisant ou la compensation est insuffisante et où là, on fait des demandes de compléments qui sont substantielles et qui font prendre des délais au projet, alors que dans un très grand nombre de cas, finalement, on aurait pu échanger à l'amont pour partager un certain nombre de positionnements. Okay. Alors attends, Fabien, parce qu'en fait, finalement, il y a plein de gens qui sont comme moi. Parfait. Il y a même Armelle Damiano, donc directrice de l'association Elle, qui en Bretagne, Loire-Atlantique, Pays de la Loire, pardon, qui se pose la question très concrètement ensuite en régime de déclaration, hein, bien sûr, puisque l'autorisation, donc finalement le chemin est mieux tracé. En déclaration, le dossier est une télédéclaration en ligne, le dossier espèces protégées est une déclaration en ligne ou y a-t-il un dossier type à remplir? Alors, lorsqu'on est sur une procédure de déclaration côté ICPE de déclaration, oui, dans ce cas-là, effectivement, le dossier espèces protégées se fait en parallèle, de manière indépendante. Donc là, pour le moment, on est sur des dépôts en guichet unique. Alors souvent, c'est les DDT qui sont guichet unique. Et après, nous transmettre le dossier pour instruction. Mais je pense qu'à terme, on aura des dépôts via démarches simplifiées qui seront possibles. Voilà. Mais pour l'instant, on est sur du dépôt en version numérique des dossiers dans les DDT. Et les DDT transmettent en DREAL. Enfin, en tout cas, le guichet unique transmet à la DREAL. Voilà. Après, dans d'autres régions ou dans d'autres départements, ça peut être directement à la DREAL. Donc là, après, il faut se renseigner dans chaque département sur le mode de fonctionnement qui est retenu. Voilà. Mais dans tous les cas, un dossier qui serait transmis en direct à la DREAL, voilà, s'il y a un dépôt formel officiel à faire via un autre guichet, nous, on communique l'information à ce moment-là. Voilà. Surtout s'il y a eu un cadrage amont, on peut effectivement donner les coordonnées pour faire le dépôt officiel ensuite. Ok. J'hésite. Avant que tu continues, l'heure passe, mais voilà, c'est quand même aussi le moment. Enfin, voilà, l'objet de ce webinaire, c'est d'échanger. Il y a Isabelle Gros qui clarifie les choses. Isabelle, peut-être je te laisse prendre la parole. Parce que c'est assez long à lire ou ça suffit, peut-être les gens lisent. Ou est-ce que c'était une question? Non, c'est une affirmation que tu... Oui, c'est un peu pour clarifier les choses, parce que je pense que le sujet, il est vraiment sur le fait qu'il y a plusieurs réglementations qui s'appliquent en méthanisation, et elles sont indépendantes, c'est la difficulté de les comprendre et de les lier entre elles. Et typiquement, le régime déclaration ICPE, c'est la question un petit peu qui est soulevée par Armelle, mais
c'est de se dire, on est en déclaration, finalement, on a réglementairement qu'une télédéclaration à faire d'un point de vue CPE, mais on doit quand même se poser la question du sanitaire par rapport à l'agrément sanitaire si on est concerné, du permis de construire, ça on le sait de manière assez facile, et aussi finalement de cette réglementation supplémentaire et indépendante des espèces protégées. Ce qui complexifie les choses, c'est que sur un projet qui va être en déclaration, on ne va pas avoir d'inventaire écologique qui vont nous permettre de statuer sur les espèces protégées. Donc c'est pour ça que je mettais un peu en synthèse pour clarifier tout ça, c'est de se dire finalement que le porteur de projet, il doit avoir plusieurs interlocuteurs dès le début pour savoir un petit peu comment traiter son dossier. Et donc ça concerne l'ICPE, donc la réglementation de l'ICPE, donc son interlocuteur qui peut être l'ADREAL, pas la même DREAL, c'est pour ça que je soulignais ça tout à l'heure, que la biodiversité, donc l'ADREAL, service ICPE, ou la DDPP, DDETCSPP, service également ICPE. Un interlocuteur sur la partie sanitaire, qui est le service DDPP, service vétérinaire, la DDT pour le permis de construire, et du coup la DREAL biodiversité pour les espèces protégées. Donc c'est vraiment ça qu'il faut arriver à bien comprendre. Oui, c'est ça, exactement. Il informera de l'existence ou pas d'espèces protégées sur son site, du coup. Ok, c'est bon pour toi, Guillaume. Oui. Guillaume, en complément, juste, je ne sais pas si M. Poirier l'évoque plus tard, et c'est aussi se poser la question des règles de chacune de ces réglementations entre elles, et peut-être évoquer des exemples de mesures qui peuvent aussi poser question vis-à-vis des règles ICPE qui sont applicables. Je ne sais pas si les prescriptions qu'on peut retrouver sont détaillées par la suite. On peut avoir un échange là-dessus. Après, il n'y a pas de les prescriptions qui s'appliquent pour nous sur la partie espèces protégées dépendent en fait des résultats de l'état initial et du passage de l'écologue. Donc, je vais juste revenir à la proportionnalité de l'inventaire en fonction du projet et du site parce que c'est important, mais c'est l'état initial sur la partie espèces protégées qui va quelque part conditionner les mesures qu'il y aura à mettre en place en phase chantier notamment. Donc, ça peut être des mesures ER, éviter, réduire. Donc, comme je disais, une mesure d'évitement, ça peut être, on a identifié une haie, un arbre à enjeu, une prairie à fort enjeu, on change d'emplacement ou on modifie l'emplacement ou on adapte le projet pour éviter cette zone à fort enjeu. La mesure de réduction, elle va baisser le niveau d'impact sur l'espèce protégée, mais sans forcément le supprimer complètement. Donc là, je parlais de période de chantier tout à l'heure, notamment, on sait qu'un chantier ou un défrichement, par exemple, qui se ferait entre septembre et novembre, a moins d'impact qu'un défrichement qui se fait entre mars et août, où on est en pleine période de reproduction, par exemple, des oiseaux. Un autre exemple, pour parler de continuité écologique, et qui peut effectivement, sur lequel on peut avoir des échanges sur les projets de méthanisation, c'est notamment la question, par exemple, de la transparence pour la faune. On peut avoir des sujets, par exemple, nous, on aime bien que les clôtures soient transparentes, alors notamment pour la petite faune. On aime bien que on ait un espace entre le sol et la clôture, par exemple, de 15 cm, ou alors des passages de 15 cm par 15 cm tous les 30-40 mètres dans la clôture pour faciliter le passage de la faune. On sait que là-dessus, il y a parfois des interactions importantes sur des sujets, notamment avec la méthanisation, sur savoir est-ce que c'est possible ou non. Mais là-dessus, on échange à l'amont et en fonction des cas, on s'adapte. Donc ça fait partie des choses qui peuvent être proposées dans un dossier, intégrées au projet. On peut penser à de la pose de nichoirs, on peut penser à de la plantation de haies, à de la création de mares. Des bassins, quand il y a des bassins, une mesure, ça peut être d'aménager des bassins. On sait qu'un bassin avec une pente trop pentue ou une bâche fait que la faune est bloquée dedans et donc on a de la mortalité. Donc prévoir des dispositifs de anti-noyade, par exemple. C'est tout un tas de choses qui peuvent être intégrées en systématique sur un projet, sans forcément aller vers la dérogation, mais qui permettent d'éviter les impacts. Donc ça, c'était juste pour illustrer, effectivement, c'est important, ces quelques mesures ER, mais préciser que ces mesures, elles sont bien mises en place sur la base d'un état initial. Et donc, cet état initial, c'est lui qui va nous dire est-ce que, le projet est bien placé, et est-ce que, 2, il est faisable, et est-ce qu'on est sur un projet qui peut concilier le projet et la préservation de l'environnement. Et donc, cet inventaire, cet état initial, je disais tout à l'heure, il peut aller jusqu'à 1 an, dans les cas les plus complets avec le plus d'enjeux ou pour les plus gros projets, mais il doit être proportionné, correct, par un expert écologue. Là où j'attire l'attention, c'est qu'effectivement, il est à faire de manière systématique en fonction des enjeux à partir du moment où on est dans une zone naturelle, semi-naturelle ou agricole.
Pourquoi? Parce que ça a notamment été rappelé par Madame Gros, hein, on n'est pas sur une réglementation, par exemple, comme les ICPE, où il y a des seuils, il y a des tableaux, où on sait à quel stade, dans quelle procédure on est. La dérogation espèces protégées, c'est différent, on est sur du vivant, et si on ne cherche pas, on ne trouve pas. Et donc, un pétitionnaire qui viendrait mettre un projet sur une zone où il y a des espèces protégées parce qu'il n'a pas fait l'inventaire, il se met en défaut par rapport à la réglementation espèces protégées. Donc, c'est important de faire cet état initial, de l'anticiper à partir du moment où on est sur une zone naturelle, semi-naturelle ou agricole. Alors, une fois que j'ai dit ça, on ne demande pas un inventaire 4 saisons de manière systématique. C'est-à-dire que le minimum sur un projet, et notamment sur de la méthanisation, c'est de faire passer un écologue à la bonne période. Donc souvent, hein, on aime bien que ce soit le printemps ou le début de l'été parce qu'on peut voir un maximum d'enjeux. L'écologue fait déjà un passage, il fait un premier passage, ce qu'on appelle un pré-diagnostic écologique. L'écologue, sur la base de ce passage-là, il va pouvoir nous dire est-ce que oui ou non, il y a des enjeux potentiels. Et là, il y a 2 cas. Soit il n'y a pas d'enjeu potentiel sur le site en question. Et bien là, quelque part, le sujet s'arrête. Il n'y a pas d'enjeu, le sujet s'arrête. Ce n'est pas la majorité des cas. Souvent, l'écologue va nous dire attention, il y a un enjeu potentiel de reproduction de telle espèce. Et là, dans quel cas, l'écologue va proposer des passages supplémentaires au printemps pour compléter les niveaux d'enjeu. Tu décris pas une diapo là? Parce que ça ressemble à ta diapo 26. Parce que là, on la voit pas, la diapo 26, en tout cas, nous. Je suis sur la 24 là. Ok, donc c'est bon. Non. Ouais. Donc c'était juste pour préciser un peu cette notion d'état initial proportionné. Et sur les enjeux les plus faibles, on sera sur un inventaire qui peut se restreindre au printemps, par exemple. Sur les enjeux plus forts, on pourra aller jusqu'à un 4 saisons. Et ça nécessite 1, de l'anticipation, 2, le contact avec le service instructeur à l'amont pour bien calibrer le protocole d'inventaire. Voilà, et c'est sur cette base-là qu'on va définir des mesures éviter réduire. Est-ce qu'il y a une manière, est-ce qu'il y a une manière justement pour les porteurs de projets de savoir à quoi s'attendre, parce qu'il faut comprendre que dans un déroulé de projet de méthanisation, et je parle de la déclaration, hein, pas des gros seuils. En déclaration, c'est des projets où on peut aller relativement vite avec la réglementation, et c'est comme ça que c'est aussi amené pour pouvoir avoir le développement des projets. Et du coup, pour pas rater cette étape, pour quelque part un peu anticiper aussi le choix d'implantation des projets, qu'est-ce qu'on peut recommander à un porteur de projet au-delà de contacter la DREL Biodiversité? Est-ce qu'il peut se baser sur la présence ou pas de SNIEF, de Natura 2000? Ce que vous avez tendance à dire, c'est que c'est pas suffisant. Donc, je crois qu'il y a un micro qui est ouvert. Oui, je vais essayer de le trouver tout de suite. Tac. Et en fait, c'est comment? Est-ce qu'il doit finalement systématiquement anticiper une période d'inventaire et que ça doit du coup s'intégrer dans un déroulé de projet de manière plus globale depuis la faisabilité? Là, je parle vraiment filière, hein, méthanisation. Vous voyez ce que je veux dire? On se retrouve finalement à avoir un systématisme, peu importe la taille du projet, d'avoir un inventaire biodiversité finalement en printemps. Donc ça conditionne quand même pas mal de choses pour le développement de la méthanisation. Oui, alors effectivement, on peut. Alors, c'est ce que j'en reviens, cette histoire de seuil qu'on n'a pas. Oui. C'est-à-dire qu'on peut avoir un certain nombre de zonages informatifs qui existent. C'est notamment le cas des SNIEF, des Natura 2000, qui vont nous alerter sur des enjeux potentiels sur la biodiversité. Mais effectivement, ces zonages ne sont pas suffisants. On peut être en fait dans une SNIEF et avoir un emprise projet sans aucun enjeu sur les espèces protégées. Et à l'inverse, on peut être hors de tout zonage et puis avoir un enjeu espèces protégées. Et ça, on ne le sait pas tant qu'on n'a pas fait passer un écologue sur site au moins une fois. Et donc ça nécessite effectivement un calage, une anticipation, l'avoir en tête. Et effectivement, s'il y a plusieurs emplacements qui jouent sur un projet, et notamment la méthanisation, parce que je pense que sur la méthanisation, on peut arriver à éviter la dérogation de manière dans la quasi-majorité des cas, parce qu'effectivement, on peut jouer sur l'emplacement du projet en lui-même si on a pu avoir un échange suffisamment à l'amont pour rechercher quelque part le moindre impact. Donc en fait, j'allais dire, comme on se positionne sur, je sais pas moi, une distance aux habitations, une pertinence par rapport à un projet agricole, il faut inclure ce critère en fait dans l'analyse amont de l'étude de faisabilité sur est-ce que c'est faisable au titre de la réglementation espèces protégées. Souvent ça l'est, mais parfois non.
Donc, Là, ça, les pour le espèces savoir, protégées, il faut ces données-là, quoi. les espèces protégées sont des riverains comme les autres, donc on doit les intégrer dans C'est l'idée. l'emplacement quand on regarde la concertation avec les riverains. Armel, on reprendra peut-être ta question tout à l'heure, on va avancer un petit peu. Il reste un quart d'heure. Ça marche. Bah, je suis quasi au bout du diapo, hein. Ça, c'est juste une synthèse, voilà, mais qui synthétise ce que je viens un peu d'expliquer, hein, que pour chaque projet avec ou sans dérogation, eh bien, il faut un dossier avec une présentation du projet, un état initial, donc on l'a dit, proportionné, récent, avec un nombre de passages donnés, l'analyse des impacts bruts, les mesures ER, l'analyse des impacts résiduels. Et cette analyse des impacts résiduels, c'est à ce moment-là qu'elle est à partager avec le service instructeur pour savoir est-ce que oui ou non il faut, dans quel cadre réglementaire on est, est-ce que oui ou non il faut une dérogation espèce protégée. Si on est en dérogation espèce protégée, il va falloir rechercher des mesures compensatoires. Et puis, le cas échéant, suivant les besoins, il y a des mesures d'accompagnement et de suivi qui peuvent être proposées. Voilà, ça c'est juste un schéma voilà, pour essayer d'illustrer un peu les circuits et comment ça fonctionne quand il y a un projet d'aménagement et qu'un dossier arrive. Donc, la première question qu'on se pose, c'est la présence d'espèces protégées a-t-elle été recherchée? Oui ou non? Sinon, effectivement, c'est ce que je disais, on revient à la case où il faut établir un diagnostic faune-flore proportionné. S'il y a eu recherche d'espèces protégées, il y a deux cas. Soit il n'y a pas d'espèces protégées, dans quel cas il n'y a pas de dérogation et ça s'arrête là pour nous. Le projet peut suivre son cours sans le volet espèces protégées. Le cas le plus fréquent en milieu naturel, c'est qu'il y a des espèces protégées et qu'il faut proposer des mesures d'évitement et de réduction. Donc là, il y a ce travail itératif à faire sur les mesures ER. Une fois qu'on a proposé ces mesures ER, on arrive à nos impacts résiduels significatifs ou suffisamment caractérisés. S'ils sont non significatifs, il n'y a pas de dérogation. S'ils sont significatifs, il y a une dérogation espèce protégée. À partir du moment où il y a une dérogation, il n'y a pas de dérogation espèce protégée, on va se poser la question, est-ce que oui ou non on est en autorisation environnementale? Si on est en autorisation environnementale, les prescriptions ER seront inscrites dans l'arrêté d'autorisation environnementale. S'il n'y a pas d'autorisation environnementale, les mesures ER seront inscrites soit dans un courrier, soit dans une autre autorisation, qui peut être un enregistrement, qui peut être un permis de construire. Si on est dans le cas ici où il y a une dérogation espèce protégée, eh bien là, on fait le déroulé que je décrivais tout à l'heure. Les trois conditions que je définissais tout à l'heure, intérêt public majeur, absence de solution alternative, maintien des espèces dans un bon état de conservation, sont-ils remplis? Sinon, le projet ne peut pas être réalisé en l'état. Si oui, une demande de dérogation espèce protégée est à déposer. Et donc là, il y a une instruction au niveau DREAL. Voilà. Et là, à nouveau, on retrouvera nos deux cas dans la dérogation. Est-ce qu'on est en autorisation environnementale? Si oui, la dérogation est embarquée dans l'autorisation environnementale. Sinon, la dérogation suit son cours, indépendance des réglementations, effectivement, en parallèle des autres instructions, notamment ICPE et PC. Voilà. Et donc, pour conclure, c'était juste un topo pour dire qu'effectivement, comme toute procédure, il y a des suivis à mettre en place qui peuvent être corrélés sur une partie de la durée d'exploitation du projet. On a un programme de contrôle annuel qui est validé par les préfets de département et donc chaque année, il y a un certain nombre d'arrêtés qui sont contrôlés. Et puis, préciser que les mesures de compensation, c'est une obligation réglementaire, même si on n'est pas complètement à jour, sont géoréférencés en ligne sur GeoMCE. Donc, quand on va sur Géoportail, dans l'onglet Développement durable, on a une entrée mesures compensatoires qui permet de localiser sur tout le territoire national les mesures de compensation, qu'elles soient espèces protégées ou zone humide. Voilà. Même si ce n'est pas exhaustif, parce que souvent les services de l'État sont un petit peu en retard sur leur cartographie. Voilà, et préciser, alors parce que c'est un sujet, on sait que c'est un sujet important pour les porteurs de projets, la question du contentieux. Donc, il y a en fonction de si le cadre n'est pas respecté ou les mesures ne sont pas mises en place correctement, le préfet peut mettre en place des actions de police administrative pour demander la remise en état ou faire interrompre les travaux dans l'attente de la régularisation.
On peut avoir le volet pénal, donc on en parlait en début, notamment sur l'éolien, voilà, mais c'est valable d'une manière générale. Et puis préciser que, puisque c'est souvent ce qui ressort, la question de l'intérêt public majeur dans les projets fait peur, et sa justification, parce qu'on sait que c'est une notion devant un tribunal qui est souvent attaquée. Voilà, ce qu'on précise nous aussi, c'est qu'on a de plus en plus de contentieux pour défaut de dérogation, c'est-à-dire des projets qui sont sortis sans dérogation et pour lesquels il y en aurait fallu une. Et donc, on a de plus en plus de permis de construire qui sont attaqués pour défaut de dérogation. Et donc, ça, c'est un sujet qu'il faut aussi avoir en tête. Donc, le cas fréquent, c'est soit le pétitionnaire n'a pas recherché les espèces protégées, pas forcément de mauvaise volonté, mais voilà, il n'a pas eu forcément le bon circuit, il n'a pas été alerté, et au final, on peut avoir ce sujet qui arrive. Voilà, et j'en reviens à l'anticipation, mais voilà, c'est des cas qu'on a. Le cas le plus pénible pour tout le monde, c'est voilà, le projet suit sa vie, il est autorisé au titre du PC, il est autorisé au titre des CPE, on met le panneau pour dire qu'on va construire, et puis là, il y a un signalement qui est fait par un riverain, par une association, comme quoi il y a la présence d'espèces protégées et que le projet a un impact. Et donc là, quelque part, on est un peu coincé et on se retrouve à interrompre des mises en œuvre de projets au moment où les engins vont bientôt arriver. Voilà. Et ça, pour dire que c'est confortable pour personne. Et donc, on en revient à ce sujet de l'échange amont, de l'anticipation. Et nous, aux phases clés, que ce soit la question d'inventaire ou la notion d'impact résiduel, on se tient à la disposition pour un échange technique et puis border les projets. Merci Fabien. Voilà. Et du coup, effectivement, ça rebondit bien parce que le cas que tu signales est arrivé en Auvergne-Rhône-Alpes. C'est aussi pour ça qu'on a déclenché ce webinaire, parce que du coup, il y a eu un projet qui avait suivi sa vie, mais qui au dernier moment a dû mettre en place des mesures de compensation assez conséquentes. Et on ne veut pas que ça se reproduise. Et donc, du coup, on a proposé ce webinaire pour partager tout ça avec tout le monde. Et sur l'alerte, comment les petits porteurs de projets, entre guillemets, en déclaration peuvent être au courant, etc. Alors, il y a Armel qui nous dit qu'en Pays de la Loire, Bretagne, il est conseillé systématiquement de rencontrer FNE, France Nature Environnement, pour évaluer les choix d'implantation. Est-ce une bonne méthode, ça bon, je ne sais pas, Fabien, tu répondras peut-être rapidement, mais en tout cas, nous, en Auvergne-Rhône-Alpes, l'objectif, nous, dans tous les projets en Auvergne-Rhône-Alpes, normalement, passent en comité départemental, technique départemental, qui sont des comités pilotés par les DDT. Au sein de ces DDT, au sein de ces comités départementaux, on va aujourd'hui systématiquement alerter le porteur de projet sur les espèces protégées, sur cette réglementation, et lui donner les contacts de l'ADREAL qui va bien. Et après, et donc ça rejoint, je pense aussi une question, une remarque d'Isabelle Gros, une question. Oui, des fois, Isabelle, l'ADREAL est alertée par une association, par exemple, qui voit un projet, et du coup, ça déclenche trop tardivement les mesures. J'ai peut-être laissé la parole. Alors, donc voilà, en Auvergne-Rhône-Alpes, on va essayer de systématiser ça avec une porte d'entrée, principalement les DDT, mais tout le collectif Ambition Biogaz 2028, pour pas qu'on ait la situation qui a eu lieu l'année dernière. Je vais peut-être laisser la parole. Alors, après, Armel et Isabelle, si vous voulez rajouter des choses, vous me le dites dans le chat et puis je vous donnerai la parole. Mais c'est vrai qu'il y a quand même une question. Je vais laisser la parole à Madame Martin de la Comcom de Sisteron, j'imagine, qui nous dit je vous laisse la parole, Madame Martin, allez-y. Oui, bonjour. Florence Martin-Sisteron. Alors, je suis de Nasqueo. Je ne suis pas de Comcom. Ah, d'accord. Ok, désolé. Pas de souci. J'ai cru que vous étiez de Sisteron. ça aurait pu. En effet, les dossiers de déclaration, c'est des dossiers qui ne sont pas vendus très cher à des porteurs de projets, puisque les démarches sont assez simples et on fait plutôt on va dire, de l'inventaire documentaire. Rajouter à cela un inventaire, alors en soi, moi, je suis d'accord que ça peut être intéressant, mais le porteur de projet, ça peut lui doubler son prix de base, en fait. Et donc, ma question, c'était sur quelle base réglementaire on peut réellement s'appuyer et pas juste sur du conseil pour dire, voilà, pour éviter un
un potentiel contentieux, etc. Est-ce qu'il y a à un moment quelque chose de très clair qui nous dit qu'il faut faire cet inventaire, même si on est en déclaration? Actuellement, je pense qu'il y a très très peu de dossiers de déclaration qui font des inventaires. Ce qui peut un peu freiner finalement sur le développement, parce que on met l'investissement de développement est forcément un peu plus élevé dans ces cas-là. Dossier d'inventaire, vous l'estimez à 5 000 € à peu près, c'est ça? Oh bah, j'en sais rien, moi j'en fais pas, mais un inventaire coûte à peu près le même prix. C'est ce que vous mettez, dossier déclaration ICPE, plus ou moins 5 000 €. Un inventaire coûte à peu près le même prix. Je pense. Okay. On est peut-être à plus ou moins 1 000 €, hein, mais c'est du même ordre de grandeur en tout cas. Je suis d'accord avec Florence. Ouais. Moi là-dessus, la réponse que je fais, je pense que ça ne vient plus à l'idée de déposer, de faire un projet sans solliciter son autorisation d'urbanisme ou d'ICPE ou même de loi sur l'eau. C'est la même logique pour la partie espèces protégées. Alors, sur le fondement, c'est le L411-1. En fait, le problème étant que, c'est ce que je disais, si on ne fait pas intervenir d'écologues, on ne connaît pas la présence d'espèces protégées. Donc, en fait, le pétitionnaire se met dans une situation de risque juridique, puisque si il ne fait pas ce passage d'écologue, il ne sait pas s'il y a des espèces protégées, et donc il se met potentiellement dans une situation non conforme, délictuelle par rapport à la réglementation espèces protégées. Il n'y a que le passage d'écologue qui permet d'avérer ou non la nécessité la présence d'espèces, et deux, la mise en place de mesures ER. Donc, le fondement, c'est celui-là. Après, comme je le disais, nous, on ne dit pas qu'il faut systématiser l'inventaire 4 saisons. On dit simplement qu'il faut faire passer l'écologue au moins une fois, et que sur cette base-là, on s'adapte. Si on est capable de proposer sur la base d'un passage les mesures ER qui vont bien, c'est la solution qui va le mieux, qui est le plus proportionnée. C'est le cas où le premier passage met en avant des enjeux plus forts, où là, il faut compléter par d'autres passages, et où là, peut-être qu'il faut se poser la question, effectivement, de l'inventaire complémentaire, de l'inventaire complet, ou voire de changer l'emprise projet parce qu'on a identifié des enjeux trop forts. Donc, le fondement, c'est celui-là. Là où je vous rejoins, c'est que c'est plus compliqué que les autres réglementations parce qu'on n'a pas de seuil, on n'a pas de tableau réglementaire qui nous dise quand est-ce que oui ou non il faut aller vers la dérogation espèces protégées, quand est-ce que oui ou non il y a des espèces protégées. Et ça, nous, on ne peut pas vous le dire sans avoir ces détails initiaux. Donc évidemment, s'il y a des zonages ou des alertes, on en fera part aux porteurs de projets, mais ça ne remplacera jamais la connaissance du terrain parce qu'on est sur du vivant et que les espèces, elles sont là ou elles ne sont pas là. Voilà, donc ça persistera. Il y aura toujours voilà. Et je comprends que c'est plus dur à faire valoir auprès d'un porteur de projet ce type de prestations parce qu'on est moins clair sur des notions de seuil. Voilà. Mais la logique, c'est que on peut avoir un tout petit projet qui est très impactant pour la biodiversité, on peut avoir un grand projet qui l'est moins. Et ça, pour le savoir, il faut le passage d'écologue, sinon le pétitionnaire il prend un risque juridique. Voilà, tout simplement. Là-dessus, je vous rejoins, je suis d'accord avec vous. Il n'y a pas de projet de modification de documents obligatoires à fournir justement avec une déclaration ICPE où justement l'administration reviendrait vers nous en nous disant le dossier n'est pas recevable, il manque tel ou tel document. Finalement, même dans les télédéclarations, on peut imposer le dépôt d'un document. Donc, si vous me demandez à moi, est-ce qu'il faudrait faire ça? Non, mais c'est un projet, savoir à quoi s'attendre dans les années à venir. Clairement, oui, parce que ça éviterait plein de problématiques par la suite. Et ce qu'on pourrait, si c'était obligatoire, nous, on pourrait que s'en réjouir. Mais il est vrai de dire que aujourd'hui, il n'y a pas de texte qui le dit. C'est simplement de la bonne pratique et de l'information amont du service d'entrée, porte d'entrée, pour bien conseiller le porteur de projet sur la suite de son projet et le fait de se sécuriser sur l'ensemble des cadres réglementaires. Par contre, il est vrai de dire que au titre d'une déclaration ICPE, en vertu de l'indépendance des réglementations, il n'y a pas forcément exiger dans la déclaration des éléments.
Par contre, si ça y est pas et que le sujet n'est pas traité, eh bien, on prend ce risque effectivement de juridique et de se mettre dans une impasse derrière. Voilà. Mais j'ai pas meilleure réponse à vous faire à ce stade. En tout cas, si ce n'est qu'effectivement, pour nous, la bonne pratique, c'est celle-ci. Pour sécuriser complètement le projet et bien appliquer l'ensemble des réglementations aussi, tout simplement. Hein. Voilà. Et en tout cas, il y a aussi, je pense, un besoin de pédagogie sur cette réglementation et notamment sur la méthanisation pour dire que moi, l'ensemble des projets qu'on voit passer en méthanisation, il n'y en a aucun qui va jusqu'à la dérogation parce qu'on arrive tout le temps à s'entendre à l'amont sur des mesures d'évitement, de réduction, parce qu'on a cette capacité, malgré tout, si c'est traité en amont, à bouger l'emprise projet au moins à la marge. Voilà. Mais si c'est pas fait, on peut être dans une situation compliquée où effectivement le projet n'aurait pas dû se trouver là, où il aurait dû être en dérogation. Et là, on a un problème et potentiellement on est dans une situation d'impasse. C'est ce qui s'est passé, je crois. Et du coup, hein, je ne sais pas comment ça s'est fini cette histoire, parce que j'ai plus en tête, mais là, quand même, il y avait un des montants en jeu équivalent à 600 000 € pour la compensation, je crois, ou pour voilà. Enfin, il y avait en fait, ça. La conclusion de ce projet-là, c'était que il y avait eu un emplacement de défini qui se trouvait sur des enjeux extrêmement forts en termes d'espèces protégées. Voilà. En fait, on n'aurait même pas dû communiquer sur le montant des compensations. C'était juste de dire les enjeux sont tellement forts et l'espèce est tellement menacée que les enjeux sont en fait rédhibitoires, que le projet n'est pas faisable ici. Et donc, la conclusion, ça a été de rechercher un autre emplacement, mais à un stade très tardif du projet, ce qui, du coup, a généré énormément de complexité, de frustration voilà, et de tension, alors qu'on aurait pu effectivement avoir ces échanges-là bien en amont, 1 an et demi plus tôt, quoi. Et finalement, ce nouveau foncier a été trouvé. Allez, je pose une question, je réponds à une autre, et ensuite je demande à Isabelle ou Sébastien de synthétiser leurs 2 questions sur la jurisprudence et les aspects juridiques. La question que je te pose, Fabien, et je te laisserai répondre dès que j'aurai répondu à une autre question, est-ce qu'il y a une liste des écologues validés par l'ADREAL? Mais en attendant, pour répondre à Isabelle Gros, est-ce que le principe des comités départementaux doivent se généraliser dans d'autres régions? Ça, je ne sais pas si Fabien a les moyens de le dire. Moi, je ne sais pas. Ça, c'était une décision préfectorale des préfets de région. Hein. C'était M. Carancon à l'époque, en 2015, qui avait mis en place les comités départementaux méthanisation. Alors, qu'est-ce qui se passe dans les autres régions? Ça, je ne sais pas. Donc, est-ce que ça va être généralisé? Je ne sais pas. Mais Fabien, est-ce qu'il y a une liste des écologues validée par l'ADREAL? Et ensuite, on laisse, pour terminer ce webinaire, la parole à Artifex. Non, il n'y a pas de liste d'écologues validée par l'ADREAL. Le pétitionnaire a le choix dans l'écologue qu'il prend de retenir l'écologue compétent qui lui convient. Voilà. Et nous, on n'est pas, nous, on n'est pas dans une posture de conseiller sur un bureau d'études ou un autre, forcément, hein, puisqu'on n'a pas à prendre parti pour un bureau d'études ou pour un autre. Donc non, il faut que le pétitionnaire recherche l'écologue qui a les compétences pour faire ce type de travail. Par contre, moi, je suis preneur pour avoir des écologues qui se manifestent parce qu'on tient un site internet et où il y a les contacts utiles et du coup, tous les écologues qui se manifesteront pour être sur cette liste, eh bien, écoutez, je les afficherai. Et ok, merci Sébastien ou Isabelle. Je vous laisse la parole pour parler par rapport à des contentieux et des aspects juridiques sur la jurisprudence. Oui, c'était une prolongation de questions. C'est vraiment pour conseiller les porteurs de projets. On est d'accord que c'est de la sensibilisation et beaucoup de communication en fait pour faire passer ces réglementations-là. Je vous rejoins totalement sur le fait que ça devrait être un réflexe et que ça ne l'est pas encore aujourd'hui. Et du coup, pour expliquer tout ça, c'est aussi de montrer quel est le risque contentieux derrière. C'est ça qui peut faire aussi pencher la balance pour les porteurs de projets. Donc, ma question était de savoir déjà comment l'ADREAL Biodiversité peut voir ces projets et les détecter dans le process, on va dire, d'instruction vis-à-vis des autres réglementations. Et ensuite, est-ce qu'on a aujourd'hui un projet de méthanisation avec un jugement au contentieux qui a été retoqué pour des raisons de défaut de dérogation espèces protégées? Alors, comment nous, on peut voir le projet? J'allais dire, il y a 2 cas. C'est le premier cas, je disais, c'est si on est en autorisation, hein, où là, on est consulté, mais voilà. Et puis pour la déclaration enregistrement, le suivi. C'est la majorité des projets aujourd'hui.
Et pour tous les autres cas, effectivement, alors il y a une amélioration à avoir sur voilà, les sollicitations amont de la part des pétitionnaires, c'est sûr. Voilà, mais pour être transparent, il y a aussi des questions d'information et de sollicitation amont aussi dans les circuits de services de l'État, hein, je le dis de manière assez transparente, où nous, on travaille aussi en interne État pour améliorer nos circuits, que ce soit avec les DDT, ou parce que, par exemple, l'entrée PC ou l'entrée commission départementale de méthanisation nous intéresse beaucoup, parce qu'une DDT qui est capable à l'amont de relayer en comité départemental un enjeu potentiel en lien avec son service environnement, avant même que le pétitionnaire nous ait sollicité, c'est aussi du temps de gagner et de la pédagogie qui est faite à l'amont. Et puis après, il y a la circulation, il y a les circuits entre voilà, nos collègues des ICPE, qui peuvent aussi, dans certains cas, renvoyer les pétitionnaires vers nous ou nous alerter en mettant en relation avec un pétitionnaire. Et voilà, là-dessus aussi, nous, on travaille en interne État pour améliorer ces circuits-là et faire en sorte que l'information, elle circule bien et que voilà, un pétitionnaire qui voudrait bien faire les choses, quelque part, on l'oriente correctement dès l'amont et qu'on l'aide à identifier aussi l'ensemble des sujets qu'il a à traiter. Et sur votre question de jurisprudence, là, comme ça, j'en ai pas en tête. Alors, il doit sûrement y en avoir, mais en tout cas, des jurisprudences sur des PC attaqués, là, on en a plein. Sur de la méthanisation, j'en ai pas une spécifique en tête. Alors après, moi, je traite le département de l'Isère, donc j'ai pas forcément non plus la vision exhaustive sur la région. En tout cas, on sait que les méthaniseurs peuvent être aussi des sujets de contentieux parce que, voilà, hein, il y a la proximité avec le cas fréquent en biodiversité, hein, c'est on a des riverains, ils sont contre un projet et ils vont aller se servir de l'entrée biodiversité pour attaquer voilà, de manière parfois opportuniste, mais bon, c'est un fait, c'est comme ça. Voilà, il y a des associations qui peuvent attaquer sur vraiment l'entrée biodiversité, et puis on a aussi des riverains qui pourraient pointer le défaut d'une procédure donnée pour faire tomber un projet. Voilà, et donc j'ai pas en tête d'exemple sur de la méthanisation, mais bon, je prends le pari qu'il y en a des jurisprudences sur ce sujet-là. Merci Fabien, merci à tous. Il y avait une dernière question sur une systématisation de la sensibilisation au niveau des pôles ENR. Alors je ne sais pas ce qu'on entend par pôle ENR, mais en tout cas, nous en région, on a l'objectif de sensibiliser systématiquement dans les comités départementaux méthanisation. Il y aura une suite à ces webinaires-là qui va être interne à Ambition Biogaz 2028, qui est donc les partenaires régionaux là, qui sont organisés pour travailler ensemble. Et on va travailler avec les DDT et même les autres acteurs d'Ambition Biogaz 2028 pour que ça soit bien dans les radars, tout ça. Après, Madame Lafarge, je ne sais pas ce que vous entendez par pôle ONR en tant que tel. Vous pouvez prendre la parole rapidement. En attendant, on va bientôt se quitter en tout cas. Et je vais juste laisser la parole à Madame Lafarge si elle le souhaite. Mais les pôles ONR, je ne vois pas bien ce que c'est, honnêtement. Oui, je pense que c'est un peu pareil que les comités départementaux, du coup. D'accord. OK. Et ben en région, en tout cas, on va essayer d'avancer là-dessus, effectivement, dans les comités départementaux. OK, allez, on a un peu dépassé. Eh ben, merci beaucoup, Fabien Poirier. Donc, tu es joignable. On a les coordonnées des collègues de Réal aussi. Je vous donne rendez-vous en juin pour le prochain webinaire d'Ambition Biogaz 2028. Là, on va parler de CPB, BPA, garantie d'origine, POS, Proof of Sustainability et donc de décarbonation. Bref, on est en train de construire ce webinaire-là. Ça sera un webinaire Aura 2E, GRDF, GRT Gaz sous l'égide d'Ambition Biogaz 2028. Ça sera en juin. On n'a pas encore la date précise. Voilà, d'ici là, passez un beau printemps. Je vous mets tout ça en ligne aujourd'hui, je pense. Je vous envoie un mail pour vous dire que c'est accessible. Merci Fabien, merci à tous et à bientôt. Merci à tous. Au revoir.